Radio Pirate. Radiopirate.com. Les Pirates News vous sont présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les deux rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Monsieur Blanc, Mr. White, va prendre un bout des Radio Pirate News qui ont duré 1h45 aujourd'hui. Et il va vous proposer un petit 15-20 minutes sur la version gratis, la version free de Radio Pirate. Êtes-vous prêts? Hein? Ah oui. Let's go. On y va. Je reviens sur mon histoire tantôt de... Je reviens sur mon histoire de contenu. Quand les gens écoutent du contenu, quand on écoute du contenu sur Instagram, quand on écoute des choses, c'est qu'on écoute peu importe quoi, ben on est en compétition contre les médias traditionnels. Et il y a toujours cette genre de... Genre, je ne sais pas pourquoi, il y a comme... C'est comme si tout peut mourir, tout peut changer, sauf les médias traditionnels. Hein? Pourtant, ces médias-là sont les premiers à vouloir changer les choses. Sont les premiers à vouloir que des stations-service ferment, que quelqu'un qui livre du pétrole qui n'ait plus sa job, que quelqu'un qui, je sais pas moi, quelqu'un qui est mécanicien, qui a un garage depuis 40 ans, ben t'arrangeras plus de char parce qu'il n'y aura plus de char à gaz. Les autres sont prêts à beaucoup de changements. Ils sont prêts à que notre société soit... ils sont prêts à faire fermer même les fast-foods. Ils sont prêts à faire fermer McDo. Ils sont prêts à faire des gros changements dans notre société. Tout peut changer à leurs yeux, mais il y a une chose qui doit être gelée dans le temps, c'est la place où ils travaillent. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Donc, tous les médias traditionnels, on devrait les subventionner, on devrait les sauver, puis on devrait mettre des règles pour empêcher ces gens-là de changer le domaine. Pas les autres domaines, juste le leur. Pas les autres domaines, juste le leur. C'est comme ça. Donc, pendant qu'on écoute quelque chose, on n'écoute pas d'autre chose. Cette semaine, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé de quoi dans la direction de Radio-Canada a décidé de mettre tout.tv sur Amazon Prime. My God! Là, c'était, voyons donc, c'est dégueulasse. Comment une plateforme financée par nos taxes, qui est la culture du Québec et du Canada, aller faire un deal avec Jeff Bezos qui vaut je ne sais pas combien de trillions de dollars. C'est dégueulasse. Alors qu'on essaie de survivre, les gens de Radio-Canada décident de faire un deal avec Amazon. Et c'est drôle, avant que je voie les réactions, j'ai vu le communiqué apparaître. J'ai dit « Oh my God! » J'ai dit « Ils sont en train de comprendre que s'ils veulent survivre, il faut qu'ils s'en aillent ces plateformes. Il faut qu'ils s'en aillent puis qu'ils négocient avec les télévisions ou les sticks ou les Roku de ce monde ou les Fire Stick de ce monde ou Google TV ou peu importe. Ils doivent négocier pour avoir une place pour que les gens, entre autres, nos enfants n'ont aucune idée c'est quoi RDI. Ils n'ont aucune idée c'est quoi un show de chaise à 6 h le soir ou à 7 h le soir à Radio-Canada. Ils n'ont aucune idée. Mais si vous voulez qu'il y ait une idée, si vous voulez avoir une relève, vous devez aller où les jeunes sont. Ils sont où? Ils sont sur Netflix, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram. Mais ils sont aussi sur les plateformes comme, justement, Amazon Prime, Disney+, etc., etc. Très bon move de Radio-Canada. Un des meilleurs moves depuis longtemps. Ça fait 2 fois que je dis bravo à Radio-Canada. J'ai dit bravo pour l'application pour les Olympiques, qui était vraiment très bonne, que je trouvais supérieure à d'autres, celle, entre autres, de NBC. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne job. Il a fait une bonne job au niveau de... Il y a celle en français, Tout TV. Il y a celle de CBC en anglais qui est GEM, G-E-M. Très bonne job. Donc, j'ai fait un thumbs up. Je suis quelqu'un de juste. Même si ce sont des gens que je déteste et qui me détestent. Quand ils font des bons coups, on est capable de les saluer. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « My God, bravo Radio-Canada! » Et là, le milieu au complet s'est tiré les cheveux, commençait à beugler, commençait à crier,
commençaient à crier au viol quasiment. C'est incroyable. Parce que dans le fond, on le sait ce qu'ils veulent. Hier, il y a... je pense que c'est un gars qui se présente pour le PQ. Il se dit comédien et musicien. Là, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, le genre de frisé. Là. Je pense que sa femme est en politique. Il a fait un texte dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec sur le CRTC. Il a dit qu'on devrait, au Québec, abolir le CRTC et créer le CRTQ. Donc, le fédéral, bon, lui, ses points, c'est que le CRTC, c'est bourré d'anglais, ils comprennent pas trop, les Canadiens anglais, anyway, ils n'ont pas de culture, c'est la culture américaine, puis les seuls au Canada qui ont une culture qui mérite d'être défendue puis d'être propagée, c'est la culture québécoise. Oh ouais, on se prend pas pour, on se prend pas pour de la merde, là. Dire, les Canadiens, c'est tous des caves, mais les Québécois ont été des champions. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Le gars s'appelle Pierre-Luc Briand. Okay. Lui, c'est le mari d'Isabelle Blais, l'actrice. OK. Donc, c'est le mari d'Isabelle Blais. Lui qui est un acteur, là. Et il s'est présenté pour le PQ, je pense, ou le Bloc, une couple de fois, lui. OK. Vous allez comprendre que je ne vais pas commencer à défendre le CRTC ici, là. Hein? Vous allez comprendre que le CRTC, c'est pas mes amis, là. Donc, moi, je veux moins de CRTC. Mais quand je lis l'article du gars, OK, bon, j'ai résumé un peu ce qu'il vous dit. Et un peu plus loin, j'ai posé la question d'ailleurs. J'ai répondu à son tweet avec son texte. Parce que ce qu'il veut, de ce que je comprends entre les lignes, ce qu'il dit, c'est que le CRTC laisse les plateformes numériques faire ce qu'ils veulent. Parce que pour eux autres, tout le temps qu'on consacre à un écran avec quelque chose qui bouge, du vidéo. Oui. Un créateur, mettons que moi, je m'en vais tantôt, puis je vais prendre le prix de quelques articles. Je vous montre un céleri à 1,95. Je pourrais vous le montrer. Je l'ai acheté hier. Ben, je ne l'ai pas acheté, mais je veux dire, j'ai passé à côté, j'ai manqué le prendre. Je me suis dit, on a-tu moyen d'un céleri? 1,95. Le dernier que j'ai acheté au mois de février au Québec était à 5,99. Je peux vous montrer ça. Ben, faites même le changement d'argent, c'est quand même... je peux aller au lait, je peux aller au fromage, je peux vous montrer ça. Et je fais une vidéo avec ça. Puis je le mets sur les réseaux sociaux et ça dure 7 minutes. Pendant que vous écoutez ce vidéo-là de 7 minutes, vous n'êtes pas en train d'écouter RDI. C'est ça. Non, vous n'êtes pas en train d'écouter TVA. Il n'y a pas une paire d'oreilles. Vous n'êtes pas en train d'écouter Salut, bonjour. Mais vous êtes en train d'écouter quelque chose. Et qui est une production faite par un Québécois. Ça les écœure. Ça les écœure bien raides. Je ne sais pas pourquoi ça les écœure tant que ça. J'essaie de comprendre. Donc, eux autres, dans leur fond, eux autres, c'est quoi qu'ils ont? Eux autres, pourquoi ils en veulent au CRTC? C'est que le CRTC ne réglemente pas l'Internet. Il ne réglemente pas Netflix. Il ne réglemente pas Spotify. Il ne réglemente pas YouTube. Comprends-tu? Leur gros bug, c'est ça. Donc, sans donner de détails, pourquoi il veut... Je comprends pourquoi il ne veut pas donner de détails. Parce que ce que j'ai dit hier, à la réponse de ça, j'ai dit... Ben, je vais aller voir le... Je vais vous lire la réponse que j'ai donnée. Pour être certain de bien donner. Rappelle-moi son nom, le gars, Briand. Pierre-Luc. Pierre-Luc Briand. OK, Pierre-Luc Briand. Donc, si je m'en vais dans son tweet, qu'est-ce qu'il dit? Je vais le trouver vite, là. J'aime ça faire des petites réponses. Des petites réponses sous les posts. J'adore ça. Je l'ai, ta réponse. Je l'ai, ta réponse. Donc, j'ai dit... t'as peu... non, c'est pas lui. Même Raphaël Jacob. J'ai écrit même Raphaël Jacob hier. Comme mon père. Je suis comme Gilbert. J'ai de la misère à m'en tenir. Tu fais bien. Donc, céder la gestion... Ce qu'il dit, Pierre-Luc Briand, céder la gestion de notre culture numérique au Canada via le CRTC, qui administre le Québec comme une simple région parmi d'autres, a de graves conséquences pour notre avenir comme peuple et notre survie culturelle. Voici mon texte dans le Journal de Montréal. J'essaie de ne pas lire les textes, mais je me suis dit, allez voir c'est quoi. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il va nous dire c'est quoi qu'il veut faire? Ouais. Donc, je réponds, je dis, je ne suis pas un fan du CRTC.
Mais le CRTQ serait pire, d'après ce que je peux voir. Moi, je veux moins de CRTC. Moi, je pense que les médias traditionnels, moins de CRTC, puis plus d'histoires de câbles, puis tout, s'ils peuvent se libérer de ce vieux modèle-là, il y a une chance de survie. Si ils essayent d'être comme en 1999, en 2030, c'est fini. Ah oui, ils sont encore dans les quotas musicaux. Donc, pouvez-vous détailler aux Québécois ce que ferait le CRTQ avec Netflix, YouTube, Spotify et les autres? Arrêtez de tourner autour du pot, je vois le vert. Parce que dans l'article, il ne le dit pas. Si vous voulez que les gens soient avec vous dans vos. Ça se peut. Moi, le fédéral, je ne suis pas sur eux autres, le CRTC encore moins. Mais on le sait, c'est quoi? Comme pour le projet d'indépendance, comme la social-démocratie québécoise. La raison pourquoi il y a 29% des gens qui sont pour le pays québécois au lieu d'en avoir 59, 60, 65, alors que le Canada ne fait pas grand-chose pour nous autres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens qui portent ce projet-là au bout de leurs bras, c'est pas pour nous libérer, c'est pas pour nous enrichir, c'est pas pour avoir une place qui roule à fond. C'est pas une place où le citoyen va être en avant. Ça va être un nouveau pays qui va faire plaisir à une petite gang à l'intérieur de la machine, ceux qui sont pro-social-démocrates, qui sont socialistes à l'ost. C'est ça le vrai projet. Bien, le CRTC, remplacé par le CRTQ, c'est la même crise d'affaires. Parce que s'il nous disait c'est quoi qu'il veut, vous diriez, ah non, moi je veux défendre le CRTC. Parce que le CRTQ québécois, il ferait quoi? La vraie histoire, là. La vraie patente ultime, c'est quoi qu'ils veulent? Bloquer les Netflix de ce monde. Voilà, merci. Et plus que ça encore. Parce que lui, je sais ce qu'il veut. Il l'a déjà écrit dans une chronique, mais plus tôt dans l'année. Mm-hmm. Lui, ce qu'il veut, c'est de faire de Télé-Québec une plateforme. Il veut faire de Télé-Québec le Netflix québécois. Mm-hmm. C'est ça qu'il veut. OK, mais même avec le CRTC, qu'est-ce qui empêche de le faire? On va vous dire qu'est-ce qui empêche de le faire. C'est qu'il sait que s'il le fait et que les gros joueurs sont encore là, dans 2 ans, sa patente est fermée. Ben, c'est ça. C'est que tu vas mettre des millions, des centaines de millions, mettons, dans Télé-Québec pour faire une plateforme style... Lui, c'est ce qu'il dit, là. C'est une transformation totale de Télé-Québec et d'en faire une plateforme, je ne sais pas si ça va être gratuite, mais d'en faire une plateforme avec tout du stock québécois au complet de A à Z. C'est ça le projet. Là. Donc, lui, pour s'assurer que son projet de genre Spotify québécois, qui a été essayé par Québécois et qui n'a pas fonctionné en passant, lui, il sait que le seul moyen que ça marche, c'est qu'on ait un Internet comme en Chine et en Russie. C'est ça. Donc, quand tu arrives, quand tu as accès à une plateforme de vidéo, ben, tu n'as plus de Disney, tu n'as plus de Paramount, tu n'as plus de Netflix. Mais sauf si vous avez NordVPN. Voilà. Comme si oui. Ils ont comme l'impression que NordVPN, ça n'existe pas. Ils pensent à moins qu'ils décident de faire leur propre Internet. Ah, arrête. Arrête. Ah oui? Allez prendre une bière avec ce monde-là. On utilise trop souvent le mot extrême. Et il y a sur des groupes et des gens qu'on ne l'utilise jamais. Mais les plus extrêmes de notre gang, c'est eux autres, là. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le dire fort. C'est ça. C'est très flou, son texte, là. C'est très, très flou. Et j'ai posé la question très poliment. Pensez-vous qu'il va me répondre? Non, j'ai regardé, il n'y a pas de réponse encore. Il ne me répondra pas. Est-ce que vous pensez qu'il voit que j'y écris avec le nombre de likes qu'il y a sur la réponse? Non, il sait très bien. Il sait très bien. Pourquoi il ne veut pas me répondre? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Ben, il y a une réponse, mais il y a une réponse, mais il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire.
Parce que si elle disait, il n'y a pas personne qui embarque dans son affaire. C'est ça. Parce que le projet ultime, ben, il a besoin de protection. Il ne peut pas être dans un marché ouvert. Dans un marché ouvert, sa solution, c'est un échec. Là. C'est ça. Le seul moyen que ça marche, c'est s'il y a un contrôle de l'offre. C'est ça. Si vous faites un concurrent à Netflix, il n'y a personne qui l'écoute. Si vous jammez Netflix et que Netflix n'est plus accessible au Québec et que vous avez un Netflix québécois comme il y a un Netflix russe et qu'il y a un Netflix chinois avec un autre nom, là, ça marche. C'est ça. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Les amis, il y a un 10-15% de Québécois qui sont des hosties dangereux, là. Et le pire, c'est que ce que j'aime pas d'eux autres, c'est qu'ils sont pas capables d'aller au bout de leur folie publiquement. Dites-nous-le. Non, Dites-nous-le. Arrêtez de tourner autour du fucking pot, puis dites-nous vraiment ce que vous avez le goût de nous dire. On va le contrôler, le web. On va les empêcher de rentrer chez nous, Netflix. Puis on va avoir notre Netflix québécois qui va s'appeler Kflix. OK? Puis toutes les patentes, d'ailleurs, on les aura pas. Ça va être juste de la production de chez nous. Télé-Québec Flix. Oui. C'est juste ça. Je reviens sur... Jeff, avant que tu ailles plus loin, là, oui. Tu veux-tu que je te fasse écouter un audio par rapport à ça? Parce que tu sais qu'un audio qui a été diffusé dans l'ouverture de Marie-Lou cette semaine. Marie-Lou! Parce que vu que la nouvelle que Radio-Canada, RDI, s'en allait peut-être sur Prime. Non, c'est déjà fait. C'est ça, ça s'en va sur Prime. Ça fait qu'ils ont décidé de... Attends, je vais juste te dire là-dessus. Pour pas avoir de backlash, ils ont fait le communiqué et l'annonce 5 minutes après que l'application était disponible sur Prime. OK, je comprends. Tu comprends? Ils n'ont pas dit avant, ils l'ont dit après parce qu'ils savaient que la gang de Mongols allait péter une coche. Là. Fait que ça, on écoute le gars qui fait les nouvelles parce que Marie-Lou, elle ne peut pas dire ce que tu vas entendre là. Elle le fait dire par son gars qui fait ses nouvelles. OK. Mais moi, on s'entend qu'elle, c'est exactement ce qu'elle pense. Possiblement que c'est même elle qui a fait le texte. Je vais aller même là. Fait qu'on l'écoute parce que lui, il parle de cette nouvelle-là. N'oublie pas que lui, il est à Radio-Canada Radio. Là. Il est là. Fait que là, il parle de cette nouvelle-là. Écoute bien ça. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Louise et bonsoir à ceux qui regardent RDI sur Amazon Prime. Oui, Radio-Canada trouvait que c'était une bonne idée de conclure une entente avec un ultra-milliardaire prédateur comme Jeff Bezos qui vient de sacrer le tiers des journalistes du Washington Post à la porte. Alors, et qui va maintenant faire du profit sur la plateforme américaine grâce à du contenu. Oui, il faut que j'arrête ça. Il faut que j'arrête ça. On va recommencer après. Là. Prédateur de quoi, là? Non, mais c'est quoi ces hosties d'attaque-là? C'est tout le temps ça. C'est quoi ce garrochage de patente-là? On m'a fait la leçon pendant des années. Tu peux pas dire telle chose, tu ne peux pas affirmer telle affaire, tu dois absolument prouver tout ce que tu dis. On fait la leçon. J'ai tout appris de ça, là. Merci. Mais les pires aujourd'hui, c'est eux autres. Là. Prédateurs de quoi? Eux autres, pour eux autres, c'est pas important d'expliquer pourquoi. Ils veulent juste que le monde qui écoute se rappelle que Bezos égale prédateur. Prédateur? Prédateur. Prédateur. Et le gars vient de sacrer le tiers du Washington Post dehors. Savez-vous pourquoi il a sacré le tiers de la salle de rédaction du Washington Post dehors? Parce que, premièrement, le Washington Post est comme vous autres. OK? One track minded. OK? C'est juste one way. Ça ne peut pas marcher. L'autre affaire, et le plus important, c'est que le Washington Post, en étant ce qu'il est, avec un biais politique trop clair, c'est couper la moitié, si ce n'est pas le 3/4 du potentiel de clients qu'il pourrait avoir. C'est creuser sa tombe. Et le Washington Post perd 100 millions de dollars par année. Ticaille. C'est ça. En 2025, ils ont perdu 100 millions. 100 millions? Tabarnak. Perdu 100 millions. Ils vont être là, eux autres, là, puis ils vont continuer à engager vos amis. Oui. Tout le monde peut fermer, tout le monde, partout. Hein?
Ah, ben oui, non, ils ont fermé telle usine à Rouyn-Noranda. Ah, ben oui, mais cette usine-là était toxique, là. C'était du cuivre. Hein. C'était en pleine ville, c'est normal. C'est ça. Mais des journalistes, on peut jamais en couper. Gang de chiens. Donc, on réécoute. La petite air de... Aujourd'hui, ce genre de petit air de prétentieux-là, ça marche. Dans notre temps, ça ne marchait pas, là. Ça durait 15 minutes, là. Tu redescendais de tes grands chevaux assez vite. On avait des moyens... On avait des moyens à l'époque pour désenfler la tête des petits Chris. C'était assez direct. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Louise et bonsoir à ceux qui regardent RDI sur Amazon Prime. Oui, Radio-Canada trouvait que c'était une bonne idée de conclure une entente avec un ultra-milliardaire prédateur comme Jeff Bezos qui vient de sacrer le tiers des journalistes du Washington Post à la porte. Alors, et qui va maintenant faire du profit sur la plateforme américaine grâce à du contenu produit avec vos taxes à ceux qui nous écoutent. Alors, je croise les doigts quand même, je trouve ça brillant. Pour un deal avec X, hein, Grok comme vérificateur de faits officiel des décrypteurs, je pense que ce serait vraiment inouï. La guerre, donc, lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran de... Ouais. Alors, tu bourré de messages. Là. C'est un gars qui fait pas d'opinion, ça. C'est un gars qui donne des nouvelles. Là. Wow! C'est l'opinion, c'est ça. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? C'est toute cette bullshit-là. C'est quoi qui vient d'arriver là? Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Hey! Si vous êtes une entreprise privée, vous êtes fermé, vous autres. Fermé, ça fait longtemps. Là. Depuis fermé, quand vous vous intéressez fermé il y a 30 ans. monde, Là. Pas fermé l'année passée. Là. Fermé il y a 30 ans. Là. Oui! C'est fermé depuis longtemps. Il n'y a rien qui justifie l'argent qu'on met et le salaire que toi, tu gagnes, man. Il n'y a rien qui justifie ça. Là. Il y a... Dans un marché normal de compétition, t'es out, là. Ah oui, un marché normal de compétition, t'es un bénévole. Là. Ah oui, tu travailles au département des armoires chez Ikea, Calice, avec une chemise jaune, là. C'est ça. C'est là que tu travailles, puis si t'aimes ça, faire un peu d'écran, ben ils vont t'inviter, puis t'es bénévole. C'est ça la réalité, là. C'est de la télé communautaire, là. Mm-hmm. C'est ça ton histoire, là. Hey. Tu arrives chez Cora, puis c'est Céline Galipo qui te sert, là. Oui. C'est ça. Spécial, là. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, Céline Galipo? Elle peut pas faire d'autre. Elle peut rien faire d'autre. Merci. Elle peut même pas travailler dans le marché. Elle peut rien faire d'autre. Elle peut pas être réceptionniste. On dit plus ça, réceptionniste. Je sais pas s'il y a un autre terme. Ça a l'air que c'est dégradant. Il y a peut-être un autre terme. À l'accueil. Elle est à l'accueil. Elle est à l'accueil. Madame Simard est à l'accueil. Oh, elle est réceptionniste. Non, on ne dit pas ça. C'est insultant. C'est dégradant. Ouais, madame à côté, elle est quoi? Elle est secrétaire. Non, elle est adjointe administrative. Les titres, ça s'invente des titres. Premièrement, oui. c'est pas vraiment une madame. Qui c'est qui dit que c'est une madame? Oui. Eh bien voilà pour le bout qu'on vous donne sur la version gratis de Radio Pirate. Si vous en voulez plus, on a 1h45 aujourd'hui et il y a une tonne de sujets qui sont jasés. Sur la version Prime de Radio Pirate, allez vous abonner sur radiopirate.com, section abonnement. Les Pirate News vous ont été présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les deux rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com Radiopirate.com Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Un bout de boîte avec Jerry. Boîte qui a duré 45 minutes sur la version Prime. Let's go! Il y a une petite boîte. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? J'ai... ça, c'est... Regarde. Je veux savoir pourquoi. Des fois, tu dis, il y a un pourquoi, mais je veux savoir pourquoi. Je me pose une question. Présentement, au Canada, il y a à peu près entre 85 000 et 100 000 vieux. Excusez des mots, là, parce que moi j'utilise j'utilise des vrais mots.
J'essaie pas de trouver des synonymes à pu finir pour essayer de... Non, quand t'es vieux, t'es vieux. Donc, il y a 85 000... Nos aînés. Les aînés. Oh là là, les aînés, les ci, les ça, les... Christophe. Les personnes d'un certain âge. On t'avait les appelés les grisonnants. Là. Ouais. Arrêtez, là, Carlis. Les vieux. Donc, il y a 85 000 vieux. Quand je vais être vieux, là, moi, je vais être vieux. Là. Puis s'il y a un jeune qui me dit, hey, toi, t'es vieux, ça me dérangera pas. Là. Fait que, à un moment donné, il ne faut pas ça. Faut pas, tu sais, dire. Moi, c'est du monde qui ont peur des mots, ça m'a toujours énervé. Ouais. Donc, t'es pas dans le bon époque. Donc, des personnes du troisième âge. Donc, il y a du... mais quand t'es rendu au troisième âge, t'es vieux. Là. Le grand âge. C'est quoi le troisième âge? Je sais pas. Le premier âge, c'est quoi? C'est jusqu'à 20 ans? Le deuxième âge, c'est jusqu'à 50? Je sais pas. Est-ce que je suis rendu quelqu'un du troisième âge? Ben, t'as-tu ta carte de la FADOC? Ouais, mais la FADOC, c'est 55 ans. C'est 55 ans, FADOC. Un petit peu de cheveux gris dans le côté là. Oh, c'est bien, Jeff, tu te teins. Il y a du monde qui me dit ça. Ah oui? Que je suis tendu. Ben, on voit dans la vidéo que tu es tendu. Ça paraît, si. Tu dois te le faire toi-même, Chris de cheap. Donc, mon histoire de vieux, là, c'est qu'il y a des vieux présentement au Canada qui ne reçoivent pas de chèque de pension de vieillesse. Parce que il y a un système. Le système va mal. Le système... Ils vivent de quoi, ce monde-là? Ben, c'est ça. En ce moment, il y en a qui attendent. Ça fait... Parce que le système, il est comme buggé depuis à peu près 1 an. Le système... Il y a eu des erreurs. Ils ont fait un changement dans le système, puis il y a eu des bugs dans le système, puis il y a une quantité de personnes qui sont pas comme inscrits, puis ça a fucké le chien, puis les autres, là, il y a du monde qui ont entendu 3 mois avant d'avoir des chèques, puis il y a du monde qui n'ont pas de chèque depuis longtemps, là, depuis 6 mois, puis ils n'ont pas de chèque de vieux. Là, ils appellent au gouvernement, puis là, la foire est poignée, là. C'est le bordel. C'est comme un mini-programme Phoenix. Tu sais, le programme de paye Phoenix, là, oui. qui est un désastre monumental. Il y a du monde qui ne recevait pas de paye. Et de l'autre bord, il y a du monde qui recevait beaucoup de cash. Moi, je connais quelqu'un qui a travaillé pour le fédéral et à un moment donné, il a accumulé au-dessus de 40 000 $ en argent de trop payé. Les payes rentraient, boum, 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 boum. À un moment donné, tu dis, hey, ce paye-là, normalement, je ne devrais pas l'avoir. Boum, la paye rentrait pareil. Le système était fou. Phoenix, c'est un désastre, là, la patente. Là. C'est un désastre monumental. Mais la patente de chèque de vieux qui est déréglée, ça date depuis combien de temps? Je viens de te le dire, 1 an. Les libéraux sont au pouvoir depuis quand? 1 an. Je ne mets pas la faute directement à ces libéraux. Je fais juste dire que les libéraux n'ont pas réglé le problème. Et juste ça. C'est peut-être pas de leur faute à la base. Mais si ça fait 1 an, on est rendu dans le mois de mars, là. Puis je regarde le calendrier, il est marqué 2026. Les problèmes ont commencé en mars 2025. Donc, si ça fait 1 an que ça niaise, là, puis qu'il y a des vieux, 85 000 jusqu'à 100 000 vieux qui ont des problèmes au Canada. On peut dire que le fédéral ne fait pas un job. Là. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème majeur. Mais là, ma question. Si je prends les sondages, les 85 000, je vais dire 100 000, les 100 000 vieux qui se font écœurer par le fédéral, pas de chèque. S'il y a une élection aujourd'hui, ils votent pour qui? Carney. Ben voilà. C'est la fin, là, Jeff. Là. Non, moi, j'ai plus de... Non, mais Jeff, c'est la fin. Moi, t'es humilié, t'es un vieux. T'es humilié par le fédéral. Il faut qu'ils t'envoient un chèque de vieux. Puis eux autres, ils t'envoient paître. Il y a du monde qui passe des journées au téléphone. Des journées, il y en a qui appellent. Là, ils appellent à toutes les semaines. Là. Puis là, à un moment donné, il faut que ça débloque. Là, l'argent ne rentre pas. Puis là, il y a du monde qui ont besoin de le chèque de vieux.
sont humiliés par le fédéral pendant des mois et des mois et des mois. Et ces mêmes personnes-là, s'il y a une élection là, ils rentrent dans la boîte, ils prennent l'étiquette marquée libéral, puis ils font X à côté. Là. Et là, c'est là que c'est la fin. Même en... Tu dis, ouais, mais les même vieux... en se faisant couillonner, il va être encore bas autres. Ben voilà. Ça, c'est incroyable. Normalement, un vieux, le chèque passe pas pendant un mois. Le vieux, tu le perds à jamais. Là. Normalement. Mulroney a eu les vieux contre lui. Il y avait une patente de chèques de vieux dans le temps. Il voulait comme pas les indexer. Ou une patente. Là. Mulroney a eu des problèmes avec les vieux, là, à un moment donné. Charlie Brown, de patente. Là, il y a eu, Mulroney, là, c'était un conservateur. Les libéraux, aujourd'hui, eux autres, pas de problème. Même, il pourrait quasiment les chiffres en ce moment, d'ailleurs. On est probablement parti pour être avec le gouvernement libéral comme ça, peu importe qui va être là pour encore une vingtaine d'années. Ah oui. De notre vivant, nous autres, on ne verra plus jamais c'est fini. de conservateurs. Mm-hmm. Puis sais-tu quoi? Les conservateurs peuvent s'en vouloir un peu à eux autres mêmes. Là. Eux autres aussi, c'est un peu de la bouffe qui goûte à rien. Là. Ça manque de sriracha, ça manque de sel, ça manque d'épices. C'est fade. Fade. Donc, c'est à eux autres. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, puis ça, je t'en ai glissé un mot il y a quelques mois de ça. Moi, mon feeling, à un moment donné, ça me dit qu'il y a plusieurs conservateurs. Ce qui les intéresse en réalité, c'est d'avoir une job de député seulement. Et de protéger ça tranquillement, pas vite de même. Ils ne veulent pas prendre de risques que de perdre leur... Il y a une quantité de députés conservateurs qui sont comme sûrs de rentrer, eux autres. Il y a comme un genre de minimum. Là. Ils sont peut-être 80 au Canada, ils sont peut-être une centaine, je ne sais pas. Là. Donc, eux autres, là, ils ne veulent pas trop pousser à patente parce qu'ils sont sûrs comme d'avoir leur job. Puis s'ils ne sont pas élus, ben, en réalité, ça ne dérange pas grand-chose pour eux autres. Ils sont députés, puis ça va faire ils travaillent pareil, puis ils vont avoir une paye. Ils ne sont pas prêts à se battre pour le monde. Là. Ils sont juste prêts à se battre pour leur présence au Parlement, puis d'avoir une pension à un moment donné. C'est ça que ça a l'air. Tu sais, tout le monde m'envoie les discours de Poilievre de ce temps-là. Là. C'est des beaux discours. Pour les gens qui suivent la politique, c'est des beaux discours. Mais pour monsieur tout le monde ne pogne pas ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça soit direct, que ça soit... C'est beau, les discours, là. C'est des beaux discours bien écrits, puis bien rendus, puis avec le bel habit, puis donc, on fait le discours. Bon, c'est correct. Mais l'affaire, c'est qu'il est bon, Poilievre. Il est bon. Il est bon, Poilievre. Il est bon dans le sens qu'il est capable de bien parler, il parle bien, mais il n'en fait pas plus. C'est ça l'histoire. Ben, je trouve qu'il a comme reculé, tu sais, il y avait un petit côté spectaculaire. Tu sais, là, il joue quand même assez safe. C'est pas, il est pas bon, là. Mais il joue safe. Tu sais, il essaie de faire plaisir un peu à tout le monde dans la famille conservatrice. À un moment donné, il faut que tu prennes une position claire. Là. Le discours, c'est toujours un peu général, ça touche un peu plein d'affaires. Mais à la fin du discours, tu dis, hey, c'est un beau discours, mais OK, on fait quoi, là? C'est ça, 2-3 blagues sur Carney qui n'est jamais là, tu sais, de faire de même, là. Mais en réalité, Carney, ça fait un an qu'il est là, Carney, là. Pensez à ça, là, Jeff, là. Ça fait un an qu'il est là, Carney. On a-tu des accords avec les États-Unis? On n'a rien. Non. Parfait. On n'a pas d'accord entre les provinces sur rien. Aucun accord entre les provinces. Y a-tu un pipeline en construction? Rien. Y a-tu du gaz? Il n'y a rien. C'est 12 mois le gars ne fait qu'une chose que des voyages. 12 mois perdus, effacés. T'aurais dit ça, recul d'un an, t'aurais dit, Carney est là. Ouais, mais c'est ça que le monde veut. Dans un an, là, il se passera fucking rien. Là. T'aurais dit, mais les Québécois et les Canadiens sont hyper contents.
Bon, on le voit dans les sondages. Ils sont contents. Ils sont hyper contents. Donc, moi... Ils sont tellement contents que le vieux ne reçoit pas son chèque puis il est content. Il faut-tu être content? Moi, il y a Non. des gens qui me disent hey, Carney, je suis pas capable. OK, moi aussi. Mais le problème, c'est pas Carney. Là. Le problème, c'est pas Carney. Le problème, c'est le monde. Ben, hey, imagine-toi 2 secondes que en ce moment, c'est un gouvernement, mettons, conservateur. Puis tu as des vieux, ça fait 9 mois, 10 mois, qui n'ont pas de chèque de vieux. Pensez à ça 2 secondes. OK? Les médias. Non. Radcan est là-dessus soir après soir. TVA sont là-dessus soir après soir. C'est le bordel. Ils vont voir les vieux qui braillent. Ils vont même les faire brailler, Chris, pour les mettre à TV. Là, c'est... il y a un vieux... De temps en temps, il y a un gars qui dit « Ouais, je suis tanné là, d'appeler. » Le gars dit « Je suis tanné d'appeler, moi. » Il dit « J'appelle, puis il s'occupe pas de moi. » Oui, mais... il s'occupe pas de toi. Je te mets dans la boîte, tu votes libéral. Si. Il s'occupe pas de toi. Ah, c'est spécial. Moi, je lui dirais, c'est pas compliqué. Regardez, les 100 000 vieux, là, écoutez-nous, là, on vous donne pas d'argent. Et toute la gang. Oui. Organisez-vous, Gaulis. Il pourrait dire ça, là, puis ça changerait à rien. Non, je te dis, ça ne changerait rien. Il n'y aurait même pas les médias sur le dos, puis les vieux voteraient libéral pareil. Le monde Regarde comment c'est présenté. Là. Le monde est mêlé raide, là. Le gaz monte. Je ne sais même pas pourquoi il monte. Là. C'est comme si on manquait de gaz. On ne manque pas de gaz. Il n'y a pas d'histoire d'offre. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque d'offre et il n'y a pas plus de demande. En principe, le gaz devrait... Si on se fie à ce qu'on nous a dit, ouais, mais si tu comprends l'économie, c'est l'offre et la demande. En principe, on devrait avoir encore le gaz à 1,35, qui est déjà beaucoup trop cher. Mais il est rendu à 1,71 à des places. Là, on demande à du monde. Ouais, le gaz est cher, hein? Il y a sa calotte des expos à la tête. Et là, ça finit comment le titre de l'article? La guerre de Donald Trump coûte cher aux Québécois. C'est ça. Voilà. Ben, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre à Trump qui coûte cher aux Québécois. Là. C'est le socialisme mur à mur depuis 50 ans. Là. C'est les règles à pu finir. Voulez-vous que je vous les donne, les taxes? Là? Les taxes d'assises, 10 cents. Taxes sur les carburants, 19,2 cents. Ça, c'est... Hey, Taxe sur l'essence dans le Grand Montréal, 3 cents. TPS, 5 %, TVQ, 10 %. Boum. La taxe sur les carburants, c'est quasiment 20 cents le litre. C'est 19,2 cents. J'ai même pas la bourse du carbone là-dedans. Là. Parce que la bourse du carbone, c'est le raffineur et la compagnie pétrolière qui les achètent les droits de polluer. Donc, ils achètent des droits, eux autres, ils mettent ça dans leur coût d'exploitation. C'est ça. Donc, ça représente à peu près 13 cents le litre. Donc, rajoutez à ça, là. Donc, 10, 19,2, 3, 5 %, 10 %, plus un autre 13 cents qui n'est pas identifié comme une taxe parce que c'est une bourse du carbone qui n'est pas calculée de même. Mais il est dedans. Donc, oui, il y a des affaires qui se passent, qui sont de la géopolitique, qui ont un impact sur notre vie. Mais la raison pourquoi tout est cher au Québec, c'est pourquoi le lait est plus cher au Québec qu'il est à Hawaï. Ouais. La vache est en bas de la rue, l'épicerie est en haut. Moi, je sais, je peux le calculer. Le nom de l'épicerie, je vais le redire encore, le nom de l'épicerie où je vais, là, au coin de la rue chez nous, là, quand je ne vais pas chez Panier Extra et que je suis obligé d'aller vite à l'épicerie au coin de la rue chez nous, là, bien, la rue est sur le chemin Racette. L'épicerie est sur le chemin Racette. C'est quoi ça? C'est le nom de la rue de la ferme. C'est le nom de la ferme. C'est ça, c'est le nom de la ferme. C'est quoi la historique ferme? qui est C'est là. une ferme laitière. C'est ça. Le lait est en bas. Une fois qu'il est monté en haut, un gallon de lait, c'est 8,5 $. Je vais aller les prendre en photo.
C'est combien un gallon de lait en ce moment en Floride? Je suis là, je l'ai vu hier. Dites un prix. Il n'y a pas de producteur de lait en Floride en passant. C'est 2,97. Ouais, c'est pas le C'est même pas lait. cher. C'est pas le même lait. On peut se faire des histoires, là. On peut se faire Pas le même lait. on peut se faire un paquet d'affaires. Mais pourquoi ça? Pourquoi le lait est 5 piastres et demi plus cher? Non, 4 piastres plus cher, tiens. Ben, c'est pas Trump, là. Ça, il faut sortir ça de notre tête, là. Mais même si on raconte ça, les pirates, ils savent ce qu'on dit. Mais va raconter ça au gars qui est en avant de la station Shell avec l'essence à l'huile des 71 avec sa calotte des expos à la tête. Je comprends rien. Je dis là de crise de flot. Un petit plouc. Tout le monde dit que c'est de la faute du crise de malade, de gros débile, l'autre bord orange. Oui, c'est ça. C'est... Quoi d'autre dans la boîte? Une affaire qui est chère, une affaire qui est très, 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 très chère, c'est les portes tournantes. Tu sais, une porte tournante, là. Tu rentres dans un building, il y a des portes régulières ou tu as la porte tournante. Faut pas Pourquoi il y a des moi- portes tournantes, d'ailleurs? Moi, je ne prends jamais la porte tournante. Je suis déjà resté pogné dans une porte tournante. Pourquoi c'est pas des portes qui slide? Oui, les slides, le slide, ça va très bien, les slides. Ça coûte beaucoup moins cher, là. Oui, porte tournante, c'est ça. Parce que tu as des petites portes tournantes, tu as des plus grandes, là. Moi, j'ai déjà tourné pendant 20 minutes. Là. Tu t'es pris dans la porte tournante. Mais là, c'est juste, mais c'est spécial, là. Je sais que c'est un détail, c'est une goutte d'eau dans toute la patente, là. Mais c'est spécial, pareil. Il y a le gars de Rebel News, un des journalistes de Rebel News, à Toronto, à Durham, à Toronto. Durham, c'est un quartier de Toronto. Il y a une bâtisse gouvernementale, puis ils ont fait installer une porte tournante. Hey, avant que tu parles de ta porte, je veux finir le sujet d'avant. Je viens d'avoir une crampe. Ça te dérange-tu? Ben non. Parce que l'essence, c'est à cause de Donald Trump. L'économie canadienne qui fait du surplace, c'est à cause de Donald Trump. Est-ce que vous êtes au courant que, selon Environnement Canada, de faire un nouveau pipeline vers l'ouest, d'après eux autres, c'est pour la réduction des GES. Prendre l'essence, au lieu de l'envoyer en bas, l'envoyer dans un tuyau pareil, mais vers l'ouest, dans leur coco, c'est 20 ans d'efforts de diminution de GES au Canada qui pourraient être amputés. Je vais vous lire. La construction d'un nouvel héliaduc vers la Colombie-Britannique sans captage et stockage de carbone effacerait environ la moitié des réductions de gaz à effet de serre générées grâce à la politique climatique du gouvernement fédéral, selon des informations d'Environnement Canada obtenues par la presse. Bien, faites-en pas. Puis crevons. Si on est assez fou, là, continuons de même. Après ça, on dira que tous nos problèmes sont liés à Donald Trump. Je referme la patente. Excusez-moi. Juste dire la porte tournante de la bâtisse à Toronto. C'est une anecdote, là. C'est un clin d'œil, mais quand même, c'est spécial. Parce que nous autres, ici à Québec, on a eu un abribus à 1 million. Tu sais, sur le coin de la rue de la. 1 200 000. Alors que ça, c'était 1 200 000. J'oubliais le 200. Au coin de la Charlebourg. 1er avenue et de la 41e rue à Charlebourg. Oui. Il y a un abribus qui est sur le coin. À chaque fois que je passe là, je pense à cette histoire-là de l'abribus. Là, là tu regardes, tu dis, OK, l'abribus, ça fait un petit L, là. Petit abribus. Là. Ça avait coûté une fortune. Et là, la porte tournante de la bâtisse s'est installée, là. 1 million. Où Normalement, à Durham, à Toronto, ça? OK. Mais ça, c'est une entreprise ou le gouvernement? du gouvernement. C'est une 1 bâtisse million? du gouvernement. Oui, 1 million. Un La porte million, une porte tournante. Oh, oui. Tu prends la porte tournante, tu l'arraches, mais tu mets une porte qui ballotte puis que le monde pousse dedans. Là. Non, là, c'est une belle porte tournante. Là. Ça coûte 1 million. Normalement, ça coûte entre 10 000 et 50 000, une porte tournante. Dépendamment de la grandeur. Tu sais, as des petites. T'as des Pourquoi plus celle-là grandes, coûte 1 million?
Ben, ils ne savent pas. C'est quoi? C'est 20, 30 fois le prix et plus. Là. Spécial. Là. C'est le gars de Rebel News qui a sorti ça. Capoté, là. Tabarnache. Non, l'argent, ils n'ont pas d'argent, mais l'argent coule à flot, Hey, une autre histoire, faut que je te passe, mais il y a quelques bébelles. Il y a quelques patentes. On va faire ça. Ça, c'est incroyable pareil. Le devoir, tu sais, la presse sont green, très bizarre, très capoté. Mais dans le devoir, il y a des journaleux un peu bizarres aussi. Le gars, il fait une chronique. Non, le gars fait une chronique sur. Je vais prendre ses paroles à lui. La tankerisation du parc automobile du Québec. Autrement dit, les Québécois adorent les SUV. Donc, c'est tankerisation dans le sens que les gens aiment les gros chars, les gros tanks. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ça, c'est le journaliste du Devoir qui explique ça en parlant avec une fille de la Polytechnique, une espèce de gauchiste de la Polytechnique. Les Québécois adorent les gros véhicules. Mais c'est quoi ça, tu n'avais glissé un mot dans le temps. Un gros véhicule au Québec, c'est quoi? C'est un Kona? C'est un Q5? C'est un Nissan Kick? C'est quoi un gros véhicule? Là? Les Québécois adorent les gros véhicules. C'est des chars. C'est un char. Là. C'est ça que. Tu vas voir des petits chars, tu promènes ici. Là. Ah, l'autre patente. Hey, avant, je veux saluer Denis Harvey. Je pensais que c'était un de mes jobs qui s'appelait Denis Harvey de Chicoutimi-Nord. Je pensais que c'était lui. Mais c'est un autre. Puis c'est un autre de Chicoutimi. Que je connais pas. Mais il est de Chicoutimi-Nord aussi, parce qu'écoute bien. Simplement un mot pour te féliciter pour l'ensemble de ton émission. Ma conjointe et moi t'écoutons régulièrement et nous apprécions beaucoup ton franc-parler. Tu viens de rentrer là. Je voulais aussi te partager un fait un peu particulier. Il m'arrive souvent de dire à ma conjointe que lorsque je t'entends commenter l'actualité, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui pense très souvent comme moi. Ça me fait sourire. Mais c'est pas tout. Ta mère a été mon enseignante à l'école Saint-Henri à Chicoutimi-Nord. C'est l'école où je suis allé. C'est l'école où je suis allé. Elle a été la seule prof qui m'a réellement marqué et qui a fait une différence pour moi. Moi qui détestais pourtant l'école à l'époque. Et petite anecdote, je t'ai même déjà bercé lorsque tu avais environ 1 mois. Je me dis parfois qu'un jour, peut-être, le hasard va faire qu'on va se rencontrer quelque part à Chicoutimi. Nos chemins se croiseront. Ça serait vraiment une conversation agréable. Bon succès à toi et merci pour tes émissions. Denis, t'es salué, mon ami. Donc ça, c'est un gars qui est fin soixantaine. Là. Facile. Ou début solidiste, là. Oui, 60, d'après moi, 60. Ben, ma mère, ouais, c'est ça, parce que oui, ça veut dire que s'il t'a bercé, il devait avoir au moins 10 ans. Dans ses bras, effectivement, là, il y a 68, 69, 70. Donc, Denis, salut. M'envoyer ça à ma mère. Oui, ça va lui faire plaisir. Une partie, oui. Oui, une partie, non. Non, je comprends. Il m'aime pour mes idées. Ouais, ça, c'est un peu moins hot. Aïe. J'aime François, mais j'aime moins Jeff. C'est ça. Il ne faut jamais oublier ça. Aïe. Donc, le maire de Québec, Jeff, le maire de Québec. Oui, le maire de Québec. On le voit pas bien, me semble. Non, ben, il est à Montréal. Oui, c'est ça. Hein? Il est au condo de la madame. C'est ça. Lui, venir au village, ça ne l'intéresse plus bien. Mais tu veux dire, il fait comme l'autre devant, t'es pareil. C'est ça. Mais là, la face, c'est qu'il est venu à Québec, puis... il est venu à Québec. Là, il dit... ouais. Là, il vient à Montréal, mais il va faire des tours à Québec. C'est ça. Okay. Exactement. Bien dit, ça. Mm-hmm. À Montréal, vous avez cette chance-là, vous avez les Bixi, les bicycles. À Québec, nous, on a un genre de vélo partage. Puis là, l'histoire du vélo partage. Là, Wow! Vous l'avez même pas entendu. Vous l'avez même pas entendu. Arrêtez. Vous l'avez pas entendu. Classique. Donc, le vélo partage? Le vélo partage, là, le maire de Québec dit ouais, il faut monter les prix du vélo partage. J'ai trouvé ça. Mais il y a un bout que j'adore.
Alors, moi, je m'en crise de la nouvelle. Mais il y a une patente dans la nouvelle que j'adore. Donc là, les prix vont monter, l'abonnement à 1 an. Ben oui. Après ça, l'utilisation. Il y en a qui s'abonnent pour 1 an. Là, ça va monter de 20 quelques pourcents. Je ne sais pas trop. Après ça, l'utilisation pour une journée, là, ça va monter. C'est quand même 23$ pour un jour. Mettons que tu n'es pas abonné. Là. Franchement. Ben, c'est une journée complète, je pense qu'il y a 23$. Ben, voyons donc. Mais non, il me semble que ça se peut pas. 23 pièces. Ben, voyons donc, 23$ pour louer un vélo. Oui, c'est ça, c'est si tu n'es pas abonné. Ben oui, mais puis. 23 pièces. Voyons, 23$, Chris, pour louer un vélo. Un char, moi, c'est ce que j'ai vu. Je loue un c'est ce que char j'ai vu, ici là. pour une journée parce que des fois, je m'en vais à l'aéroport, je veux le dropper le char, puis je fais le drop-off ailleurs, ça coûte 60$. C'est ce qui était marqué dans l'article. Non, non, Tu ne voulais pas avoir un vélo à 23$ la journée, ils sont malades, ça? C'est pas 2,30. Là. Il manque pas de virgule. Là. Mais je sais pas. C'est ça qui était marqué. Là. Mais le bout que moi, j'adore, ça c'est le bout extraordinaire. C'est que là, ouais, ça monte de prix, telle affaire. C'est à cause que le monde brise les bicycles. Ça a coûté 160 000$ l'année passée réparer les vélos. Parce que là, le maire de Québec, ils appellent... Moi, j'adorais ça. Le maire de Québec, ils appellent les batteurs de vélos. Là, il dit les batteurs de vélos, faites attention aux vélos. Mais là, il pensait toujours même pas que ça allait pas arriver. Là. Je vois cette affaire-là. Le monde qui roule... Je vais juste dire ça au maire. Là. C'est pas eux autres, là. Le monde qui roule avec des bicycles à Saint-Roch, là, c'est des bombes, là. Mais oui! Ça veut dire, c'est pas... Tu sais, le monde qui emprunte... D'après moi, 90% de la clientèle de vélo partage, c'est du monde tout croche. C'est-à-dire, il y a un touriste de temps en temps, mais c'est du monde qui vont brasser ton Christophe de vélo. Ben voyons. C'est pas du monde qui vont faire attention à ça. Là. Si, mettons, tu sais que telle compagnie de location met ses chars à vendre, tu t'attends à quoi comme char? Ben oui. À Amsterdam, à chaque année, là, ils font le ménage des canaux. Là. Pourquoi? Oui, les vélos ils loués dans sont le dans le fond de la canal, rivière. si bicycles. Tu sais, le monde est... C'est-à-dire... Le monde est monde. Ben, le monde est monde, là. Ça veut dire, si tu as une patente de vélo, la personne, elle donne un coup de pied dessus là, avant de le laisser là. Donc, finalement, il perd combien d'argent? Il perd combien d'argent par année? Alors, ils vont monter les prix, Jeff. Ils montent les prix, ça brûle de l'argent. Ben oui, ils montent les prix, ils vont monter les prix. À un moment donné, Christophe, ils vont monter les prix. Puis là, ils veulent installer du vélo partage là, un peu partout dans la ville de Québec. Ils vont avoir du vélo partage à Val-Bélair. Qu'est-ce arrêtez, là. Arrêtez. Fait que pour 24 heures, parce que là, j'imagine que... Parce que j'essaie de voir, je suis dessus. Ça doit être à Québec. Vélo, c'est ça. Ça s'appelle-tu à vélo, la patente? Non? Je pense que oui. Oui. C'est 20$ pour 24 heures si tu n'es pas membre. C'est ça. Mais il faut que tu fasses un dépôt de 100$ qui est remboursable 4 à 6 jours suivant le vélo. Oui, mais le 20 va monter à 23 avec la... Non, mais... il est dedans, là? D'après moi, le 20... C'est 23 avec les taxes. C'est ça, tu payes des taxes, ça fait 23. OK. Mais moi, c'est parce que c'est pas une patente de Non, pauvre. c'est fini la patente, là. Non, mais c'est pas une patente. Non, c'est fini la patente, là. Si tu loues un vélo pour 1h30, ça coûte 23$, c'est fini la patente, là. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Je veux dire, si quelqu'un dit, je vais prendre un vélo, monter à la côte, ça coûte 23$? Non, Oui. à ce prix-là, c'est pour que quelqu'un prenne le vélo toute la journée, là. Le but de ces affaires-là, là, c'est ben gars, je suis à telle place en ville, je vais te faire une commission en haut, je reviens. Normalement, c'est ça le but de ça. Ouais. Ben, tu sais, mettons, tu pars en haut, tu vas te chercher de quoi, tu reviens. Ça te pris genre, mettons, 1 heure. Ben là, tu paieras pas 23$ pour 1 heure d'un calice de vélo, là. Donc, finalement, le but, c'est quoi, là? C'est que le monde l'aille pour la journée. C'est quoi cette histoire-là? En fait, le but, c'est qu'ils veulent que tu t'abonnes pour tu prends un abonnement de 30 jours. Ça coûte 38$. Si tu le prends, c'est un nombre illimité de trajets de 30 minutes. OK. Puis 43$, c'est des trajets de 45 minutes. OK, il y a du minutage de trajet. OK, ouais, faut que je check, là. 30 minutes, 45 minutes, j'ai pas beaucoup de... C'est pour compliqué, pour le montant payé, c'est juste un 15 de plus?
C'est pas 30 minutes puis 1 heure, tu sais, je veux dire. Tu peux faire quoi, 43 minutes? Là? C'est quoi l'histoire? C'est 45 minutes, 40. Et ça le tente-tu? Ils ont-tu fait de quoi pour que le monde le prenne ou le monde le prenne pas, là? Faites-les pas dans ce temps-là. Si votre but, c'est de faire les poches du monde, faites pas ça, là. Ça va juste mal finir. Il y a une petite boîte. Plus de boîtes. La boîte au complet, en fait. Il y a une petite boîte. Toudou. Oh oui, la boîte au complet dans la version Prime. Allez sur radiopirate.com, section abonnement. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe, faut que je te pose une question. Parce que j'en ai parlé avec Jerry, puis Jerry avait une réponse, mais j'ai besoin de... Tu me visseras si tu trouves que Une ma question vraie est réponse cave. d'un expert. Tu me le diras si je suis cave, OK? Mais je comprends tout le principe des commodités mondiales puis toute la patente. Mais ultimement, il y a des affaires qui sont quand même régionales sur certains territoires. Tu sais, je regarde l'histoire du prix du pétrole. On m'a toujours dit, depuis que je suis toute jeune, l'économie, le capitalisme, c'est à la base, c'est pas compliqué. Quand tu as de l'offre, tu as des bons prix. S'il y a trop de demandes puis l'offre est plus serrée, les prix vont augmenter. Puis à partir de ça, on a tout monté notre affaire dans notre tête. Mais avec l'histoire des commodités, il arrive une place où il y a certains clients qui sont dans la marde. Mais la réalité, c'est que, mettons, prenons nous en Amérique du Nord. Mettons, prenons les États-Unis, le Canada. Il n'y a pas de problème d'offre. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas une sur-augmentation de demande de nulle part. Donc, je dirais même les Amériques au complet, pas d'impact, ce qui se passe avec l'Iran, puis tout ce coin-là aussi. Je comprends, là, 20 les Chinois, les ci, les ça, le Singapour, ah ouais, je comprends tout ça. Là. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Je comprends que c'est une commodité puis c'est un prix mondial. Mais dans les faits, pourquoi ces commodités-là, il n'y a pas des... il y a pas un côté... mettons. Oui, exact. C'est un peu la... Il y a des différentes qualités, différents types de pétrole. Tu as le Brent, tu as le WTI que nous, on a en Amérique. Mais en général, quand il y a des événements géopolitiques comme ce week-end, c'est sûr que là, on entre dans des territoires où les marchés réagissent de façon très violente. Et ce qu'on a vu en fin de semaine, en fait, c'est le deuxième plus gros mouvement du prix du pétrole de l'histoire, après de l'histoire récente, depuis que c'est transigé là, de façon électronique et globale, de façon assez sérieuse, disons. L'autre, c'était... écoute, on a atteint 31%, je pense, 31% d'augmentation après l'ouverture des marchés. C'était samedi soir, je pense, ou dimanche, samedi soir, ou dimanche soir. La fois précédente à ça, c'était l'invasion, quand l'Irak a envahi le Koweït en août 90. Je pense qu'on avait pris 33% là, dans la même journée. Et écoute, je pense que c'était 142% d'augmentation sur environ 10 semaines là, dans le cadre de la guerre du Golfe. Donc, contexte de supply crunch, on avait peur que justement l'approvisionnement de pétrole d'un point de vue mondial, à l'époque avec le Koweït et l'Iran, et là maintenant avec l'Iran, avec le Koweït et l'Irak, et là maintenant l'Iran, il y a comme le marché réagit dans une perspective où s'il manque, dans le détroit de Hormuz, là, le Strait of Hormuz, c'est 20 millions de barils par jour qui passent là. Donc c'est à peu près, c'est quoi, c'est 20% à peu près du pétrole. Donc dans une industrie où tout addition ou retrait d'un nombre substantiel de barils par jour. C'est pour ça que tu vois souvent des annonces de l'OPEP, de certains pays qui annoncent qui montent ou qui descendent la production. C'est que tu peux avoir marginalement un impact sur le prix avec des annonces comme ça. Et le marché réagit. C'est un marché qui est intégré et qui a tellement de capitaux en arrière, Jeff, là, que le prix réagit quand même fortement. Là. Donc,
c'est normal que tu vois ce que tu as vu en fin de semaine. C'est un événement extraordinaire. Là. À part ce qu'on a vu, rappelle-toi, dans la pandémie, on avait vu moins 42$. Là. Un autre événement extraordinaire, mais à l'inverse, puisqu'on voyait l'économie mondiale arrêtée. Il n'y a rien qui pouvait envisager. Bizarre, on était à 1$ du baril, puis je me rappelle que le plus bas que j'ai payé, je pense, c'est 98 cents. Ouais. C'est ça, parce que ça arrive pendant pas longtemps. Puis, les contrats futurs, souvent, ça n'a pas été à moins 42$ pendant 2 semaines. Là. Ça a été vraiment un événement qui a été, disons, assez flash comme événement. Écoute, c'est fascinant. Là. Puis c'est fascinant que ça peut arriver dans un marché aussi mature et intégré. Autant dans les deux sens là, du mouvement de prix, là, autant pendant la COVID dans un prix négatif qu'aujourd'hui à l'autre bord. Tu te dis, comment ça peut arriver des affaires de même? Ta question à la base est bonne. Comment ça peut arriver des fluctuations de prix comme ça? C'est sûr aussi qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de producteurs. La plupart des gros producteurs, mettons les gros consommateurs de pétrole, mettons American Airlines, Delta, l'industrie minière, eux, ils sont hedgés là, sur le prix du pétrole sur l'année ou, mettons, dans les 2 prochaines années. Là. Donc, ils sont généralement pas affectés par des très grosses hausses ou des très grosses baisses là, du pétrole. Donc, juste en général. Oui. Mettons que, de ce que j'ai vu, il y a un ralentissement dans le coin du détroit, sauf que ce que les bateaux font, c'est je pense que c'est la méthode, là, ils ferment les transpondeurs. Là, ils sont comme guidés par quelques affaires qui sont là, entre autres les Américains et les patentes. Là, après ça, une fois qu'ils ont transporté, le transpondeur repart. Donc, il y a peut-être un peu peut-être une couple d'heures ou une demi-journée de différence avec le trajet normal, mais le pétrole sort de là pareil. Est-ce que c'est exagéré? En fin de semaine, on l'a vu monter. On a vu, je voyais les graphiques que tu envoyais, on l'a vu monter en fou. Ensuite, conférence de presse. Là, ça monte à 120$. Le monde perd les pédales. Monte à 120$. Conférence de presse à 5h30 le soir de Trump au Doral, au club de golf à Miami. Ça va aller plus vite que prévu. Ça achève. On a pas mal fini. Boum! Perd 30%. Est-ce que tout ça est irrationnel? Est-ce que c'est provoqué par les bots, les nouveaux systèmes au niveau électronique, ces affaires-là? Est-ce que c'est parce que nos méthodes sont différentes que ce genre de choses-là peut arriver par rapport à avant? Oui, c'est sûr que ça réagit plus vite et peut-être plus violemment, étant donné l'intégration de ce que tu as dit, mais c'est très rationnel ce qui a été dit. Là. Outre l'intervention de Trump, c'est qu'il y a eu une intervention coordonnée des pays du G7 pour relâcher, je pense, jusqu'à 400 millions de barils de la réserve stratégique de chacun des pays. Donc, ça, c'est ça la nouvelle, en fait, qui a fait baisser le prix. Là. Il y a la nouvelle de... Ça, c'est un peu subjectif, l'histoire de Trump qui dit que la guerre est pratiquement finie. Là. Mais tu vois l'impact. Trump est très sensible à la bourse. Hein. C'est la seule chose qui le fait changer de bord, c'est ça. Quand il voit que la bourse baisse, quand il y a un risque systémique sur les marchés boursiers, puis le pétrole à 120$, c'en est un. Là. Ça fait monter le CPI, ça fait monter le coût des industries. Il a dû avoir des téléphones à Maison-Blanche, Jeff. C'est sûr. Je paierais bon voir en coulisses ce qui s'est passé. Là. Mais, 70% des Américains sont contre. Ouais, exact. T'es à quelques mois des midterms. Donc, si ça a un impact sur le prix de la bouffe, déjà, là, moi, j'ai vu 3,35 hier. Le gallon? Le gallon. Ouais. Moi, je mets du diesel. Donc, diesel à 4,25$. Diesel, là, 4,25$, ça revient à quoi? Une pièce canadien. Au Saguenay, j'ai vu quelqu'un qui a mis ça sur Spotted-Chicoutimi, 2,39$ pour le... Puis je pense qu'il est plus cher ailleurs au Québec. Donc, ça a un impact direct pour les entrepreneurs. Toute la chaîne est touchée par ça. Je veux dire, lui, il a intérêt à ce que ça finisse vite et qu'il n'y ait pas de répercussions de ça pour les midterms. Sinon, ça va être tough. Là. Vraiment. Non, puis ce qui est drôle avec le pétrole, les présidents américains, il faut qu'ils dealent avec ça, c'est que passer un certain seuil en bas, je pense psychologiquement, c'est en bas de 3$, là, les Américains ne sentent plus vraiment que ça baisse. Alors qu'en haut de 3$, il y a comme un sweet spot à viser. Puis en bas d'un certain prix aussi, c'est que les bénéfices pour les consommateurs américains sont offset par l'industrie qui est affectée par un prix trop bas, notamment dans le shale. Là.
Donc, l'industrie américaine, c'est potentiellement 1 million d'emplois là, qui est en jeu, si tu veux. Eux autres, quand ça baisse en bas de 65$ le baril, ils n'aiment pas beaucoup ça. Là. Exact. Fait qu'il y a un sweet spot là, pour mettons, l'économie américaine, autant d'un point de vue de la satisfaction des consommateurs que le fait que l'industrie américaine pétrolière peut rouler. Puis ça, c'est le... Tu sais, j'en ai souvent parlé depuis qu'on se parle. Là. Ça fait 10 ans, là, pratiquement, qu'on se parle. Le game changer au niveau de la planète économique puis de l'énergie, c'est pas la transition, c'est pas la montée de l'énergie renouvelable. Là. C'est le fait que les États-Unis d'Amérique soient indépendants en production de pétrole et gaz. Ça a changé complètement l'équation là, sur l'énergie dans le monde. Le fait que je pense qu'ils sont à quoi, 12 plus millions de barils par jour, juste avec le shale, là. C'est que maintenant, marginalement, ils sont capables d'avoir un impact sur le prix mondial. C'est OPEP plus Russia, toute l'OPEP plus les autres pays satellites. Il faut vraiment qu'ils se coordonnent tous ensemble pour faire bouger le prix, alors qu'avant, c'était beaucoup plus facile. Là. Donc ça a probablement évité des guerres dans les 10 dernières années. Le fait que les États-Unis ont été capables de... Puis personne ne croyait ça, Jeff. Je me rappelle, je lisais là-dessus il y a 10 ans, 15 ans. Les États-Unis vont redevenir... George Bush, fils, avait dit ça, maintenant, les États-Unis vont devenir indépendants. Personne ne croyait ça. Non. C'est vraiment une révolution incroyable. Ah oui. Moi, je me rappelle d'avoir lu des textes dans des journaux médias québécois qui ridiculisaient ça. Ouais. Puis la deuxième phase de ça, la deuxième vague, qui est vraiment la vraie innovation énergétique des dernières années, c'est le LNG. Là. C'est le LNG, c'est là qu'ils font plus d'argent. C'est là-dessus. La domination mondiale à l'heure actuelle... Tu sais, tu as un hard power américain, là, qui est les porte-avions que tu bouges, ça, mais le pouvoir économique actuellement des Américains, c'est, tu as la technologie, les chips, la domination au niveau du AI, mais au niveau énergétique, c'est encore très, très réel. Puis c'est vraiment lié au LNG. Là. Parce que les Américains, s'il y a un peuple qui a une mémoire, c'est bien les Américains. Là. Il y a beaucoup de peuples qui ont zéro mémoire. Nous autres. C'est ça. Quand tu n'as pas beaucoup de mémoire, normalement, tu es quelqu'un de stupide. Mais les Américains, eux autres, ils ont beaucoup de mémoire. Le choc pétrolier des années 70. Voilà. C'était. Non, ça, là. Ça l'a mis les Américains complètement dans la marde. Et là, l'OPEP. Écoute, on est un petit cube, on se rappelle des images. Ben oui, l'OPEP, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait de la géopolitique avec le pétrole. Et à un moment donné, ils ont cessé leur exportation de pétrole vers les États-Unis. Mais ça, c'était tout lié avec l'Iran, me semble. Hein? Ben oui, exactement. Avec les histoires de l'Iran, d'Israël, puis tout ça. Fait que les baveux de l'OPEP, ils ont dit, pendant un bout, on va... Mais là, les Américains, ils avaient les mains attachées. Là, ça leur prenait du pétrole qui venait de cette région-là du monde. Ça, dans la mémoire américaine, ça s'est gravé. Et c'est pour ça que, comme tu viens de le dire, dans leur tête... On ne sera plus jamais les mains attachées vis-à-vis la gang de l'OPEP. Ça n'arrivera plus. Là. Donc, ça a pris des années pour que ça se passe. Mais aujourd'hui, tu vois, la géopolitique est complètement changée. Là. Puis à la base, c'est une révolution technologique. Là. C'est le forage horizontal, voilà. Le fractionnement hydraulique. Toute la chaîne de production avancée du pétrole, c'est toutes des compagnies américaines. Là. C'est Schlumberger, les fournisseurs de pétrole, il y a des ETF là-dessus, là, vraiment spécialisés sur les compagnies de fourniture de services pétroliers. C'est tout des compagnies américaines. Là. C'est un stack technologique qui est 100% américain. La Russie fonctionne avec la plupart ils ont des exemptions de sanctions pour que des fournisseurs américains envoient des équipements spécialisés. Même chose au Venezuela. C'est pour ça que la production est passée de 3 millions de barils par jour à 300 000 là, en 10 ans. Parce que justement, il n'y avait pas accès... c'est ce que j'ai géré par des socialistes aussi. Là. Mais à la base, c'est ça, c'est que tu n'as pas accès à ce que tu as besoin. Là. Halliburton, Baker Hughes, puis ça gagne. Baker Hughes, ça, je cherchais. Ouais. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Le fait que les gens comparent le prix du baril, mettons, il y a 10-15 ans, quand il était à 100 quelques piastres, et le prix qu'on payait à la pompe. Je comprends là, qu'il y a un genre de 12-13 cents de plus avec la bourse du carbone, mais les autres taxes sont quand même demeurées assez pareilles. Là. Oui, la TPS, TVQ, ça, c'est un pourcentage, donc ça varie en fonction du prix. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le dollar était... le baril était à 125 ou 128, je ne me rappelle plus le montant. 2008, là? 2008, oui, on payait pas si cher que ça. Ouais. On payait pas le prix d'aujourd'hui. Donc là, je comprends que depuis quelques années, il y a une nouvelle
culture où, entre autres, il y a une marge beaucoup plus élevée, entre autres, pour les détaillants, ce qu'il n'y avait pas avant. Mais il y a une bonne différence, pareil. Là. Tu veux dire, quand tu regardes le prix par rapport à avant, quand on compare, il y a vraiment une grosse... Donc là, ça veut dire que si on se ramasse un moment donné pour une autre raison là, que celle-là, là, ça, d'après moi, c'est passager. Là, ça devrait se terminer assez vite. Mais mettons qu'il y a une autre histoire qui arrive puis que le baril se tient pendant 1 an, 2 ans aux alentours de 100$. Ça veut dire que le Québec, du gaz à 1,80, 1,90, pour moins de 2$, ça va arriver. Là. Ben exact. Ça a un impact direct dans les coffres du gouvernement aussi. C'est des dizaines et des dizaines de millions là, directement là, dans les coffres. Et c'est un peu le drame à l'heure actuelle, je pense, au Canada puis au Québec. C'est que ce qu'on a devant nous, on aurait peut-être un 10 ans de déréglementation, d'enlever des taxes, éliminer des ministères complets, favoriser des secteurs économiques avec des allègements réglementaires spécifiques. Parce que là, on est un peu au bout du modèle. On est allé... la machine est tellement encrassée, c'est tellement lourd que tu ne peux plus ajouter des taxes, tu ne peux plus ajouter des subventions. Chaque dollar ajouté à travers ces programmes-là, ça crée à peu près rien. Là, faut que tu partes en direction inverse. Faut que tu commences à unwind la machine. Et il y a un contexte où, justement, la droite pourrait briller, alors qu'il n'y a personne qui semble saisir cette opportunité-là. Oui, il y a des partis politiques, autant au fédéral qu'au provincial, qui en parlent, notamment les conservateurs québécois. Mais on dirait qu'il n'y a pas... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est plus évident que jamais, mais personne ne le voit. Non. Puis tout le monde en parle, mais personne ne voit l'alternative. Tu sais, regarde, là, tu vois une remontée des libéraux versus le PQ. Les deux ensemble ont à peu près 65%. Alors que tu enlèves la question constitutionnelle puis même un peu l'immigration, c'est essentiellement le même parti. Là. Que ce soit milliard ou PSPP minoritaire, j'ai tweeté là-dessus hier. C'est le même Québec, à part il n'y a pas de référendum. Exact, c'est ça. Puis, donc... mais on joue safe de notre bord. Là. Tu sais, ils ont tellement... On a parlé souvent de la fenêtre, mais aussi, on les a laissés tasser la fenêtre vers la gauche, puis là, ils sont bien installés. Puis nous autres, à droite, j'ai toujours dit, on a honte de notre droite. On se déchire, on s'entre-déchire en plus sur un paquet d'affaires. On a peur d'assumer notre côté conservateur. Donc, on joue très safe parce qu'on tombe dans la game de ceux qui dictent les règles. Puis que là, si jamais tu arrives avec des idées de rapetisser le gouvernement, des affaires sur l'immigration un peu plus serrées, etc., tu passes tout de suite pour quelqu'un d'extrême. Et on pense que ça ne fonctionne pas, mais dans les faits, ça fonctionne parce que, en général, que ce soit au fédéral et au provincial, nos deux partis conservateurs sont très fades. C'est de la nourriture, pas d'oignons, pas de sel, pas de poivre, pas d'épices. Ça goûte la bouffe d'hôpital. Donc, les gens se tournent vers des patentes qui rassurent en sachant qu'ils ne feront pas trop de dommages parce qu'ils ne changeront pas grand-chose. Puis notre bord, nous autres, on ne leur vend pas quel serait le monde nouveau, puis que c'est bon pour eux autres, qu'ils vont en avoir plus, ils vont avoir un meilleur pouvoir d'achat, etc. Mais ça va prendre des grosses réformes, puis des gros changements, puis vous devez embarquer là-dedans, puis vous devez être motivé par ça, de ne pas avoir peur, mais il y a une éducation à faire. Ouais. Mais on a choisi d'être le plus neutre possible. Donc, puis moi, je chante des conservateurs, puis un peu, tu sais, je voyais le podcast qui va être diffusé aujourd'hui par Olivier Primo. T'sais, Olivier Primo, c'est quelqu'un qui a un genre de blanc painter's white dans sa maison. Et là, pour être en mode, vu que le beige est de retour, ils vont mettre un peu plus de crème dans son blanc. Ils vont faire peinturer à la maison, à grandeur. Puis là, le monde va rentrer, ils vont dire « Ah, vous ne remarquez pas, j'ai changé la peinture chez nous, j'ai fait 3 peintures à grandeur, ça a coûté 10 000. » Il me semble que c'est comme avant. On est un peu dans cette sauce-là où on veut avancer, on veut monter, on veut gagner, mais on veut juste peinturer la maison à peu près de la même couleur qu'elle était. Moi, ça me... Je trouve qu'on manque de gaz. On veut-tu juste faire les séries ou on veut gagner la coupe? C'est ça la différence? Là? Ben, c'est ça. À un moment donné, tu arrives à un point, comme avec nos sabres, où tu dis là, guys, tant qu'être rendu là, on va aller jusqu'à la fin. Ben oui. C'est peut-être un peu ça qu'on sent. Genre de culture de spectacle aussi. Il faut que tu rentres dans les bonnes graines. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Là, l'espèce de doctrine que il faut se faire accepter des médias pour
pour que les médias parlent de nous et que... Non, on n'a plus besoin des médias, là. C'est terminé, ça. Tu es capable de dicter l'agenda. Regarde, Trump 2024 a gagné en allant dans aucun des gros shows des channels, des canaux américains. Donc, essentiellement des podcasts. Tu vas dire, ouais, c'est un ex-président, il est connu, mais la game a changé complètement là-dessus. Là. Les médias vont couvrir ce que tu dis et ce que tu proposes, mais tu n'as pas à être à la remorque de leur agenda, du narratif et de l'agenda et si tu veux, des règles qui vont dicter. Là. C'est toi qu'il faut qu'ils devancent ça. À l'inverse, c'est eux qui doivent suivre le tempo que tu mets. Ça, je suis d'accord 100% avec toi. Puis ça, tant Poliev que Duhem ont de la misère un peu avec ça. Là. À setter le pace de la game, là. Ils sont beaucoup en réaction à ce qui est annoncé. Ben moi, j'arrête pas de le dire que Éric ça fait plus qu'un an que j'ai ça. Je trouve encore que c'est le meilleur et de loin. Là. Mais je me donne le droit de quand même critiquer. Puis la raison pourquoi je critique, c'est que je sens qu'il y a une opportunité qui peut-être ne se représentera pas. On ne connaît pas le contexte dans 4 ans. En ce moment, il y a une opportunité. Et on joue safe, puis Éric joue toujours le commentateur médiatique sur les nouvelles. Il n'est pas celui qui crée la nouvelle. Ouais. Tu sais, puis moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu la crées, puis de temps en temps, il faut que tu la crées tellement même proche de y aller all open. Là, il arrivera une controverse. Je me ferai tirer des roches pendant 48 heures par les médias sur tel ou tel sujet. So be it. Plus je vais le faire, plus mon chiffre va augmenter, plus ma popularité va augmenter. Mais on n'est pas prêt à aller là. Donc, on joue safe. Pour moi, je ne suis pas contre ça qu'Éric aille voir d'autres podcasteurs et faire le tour de la patente. Mais, tu sais, Olivier Primo, c'est le problème. Pas lui, là, mais ce genre de gars-là, c'est le problème. Supposément, c'est un conservateur fédéral de ce que lui dit qu'il est. C'est le problème de notre société. C'est quelqu'un qui, peut-être pour le moment, va voter conservateur avec des idées quand même assez flat, assez beige, mais jamais prêt à foncer vraiment. C'est correct là, qu'il y a. Je répète encore, c'est correct qu'il y a. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va. Tu veux dire, créer quoi, cette affaire-là? Est-ce que en allant voir un gars comme Primo, ou est-ce qu'il y a là-dedans, il y a des sujets qui vont jaser ensemble? L'eau. Non, mais des sujets dans le sens des sujets, comment dire, crunchy, là. Des gros sujets crunchy qui vont jaser ensemble. Je te donne un exemple. On l'apprend, là. On l'apprend que le payroll, on dit, le payroll au Québec, là, okay, dans les dépenses du Québec, là, mais 41% des dépenses, c'est le payroll des employés au Québec. Mm-hmm. Du budget, tu veux dire? Du budget québécois? C'est 41%. Ben, je pense qu'il y en a la moitié que c'est médecins là-dedans aussi. Les médecins, les infirmières. Non, mais ce sont tout le monde. Mais est-ce que à 41%, je ne sais pas, ça veut dire, moi, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais tu sais, dans l'industrie, je crois que dans l'industrie, c'est aux alentours de 30% à peu près. Ça veut dire tu fais rouler une business, là, puis c'est à peu près 30% de ta business, c'est ton payroll. Là. Au Québec, on est à 41%. Mettons que tu le mets sur le sens d'une business. Là. Est-ce qu'il y a des sujets de même, tu peux dire, bon, ben là, nous autres, il va falloir couper. Là. Ben. C'est parce qu'il faut que tu aies là aussi le courage puis d'aller jusqu'au bout, de dire il y a des ministères qui vont être abolis au complet. Ben oui. La SAQ, 5000 employés, là, tu fais le show de ta vie là-dessus. Là. Guys, tu shakes le monde. C'est un gros symbole. On ne peut pas avoir 5000 employés à la SAQ. OK? Le modèle québécois a échoué. Il n'y a pas une plus grande démonstration que ça. Là. Regardez, la consignation, la SAQ, la SAQ, il n'y a rien de ce qu'on fait qui est comparable au reste du monde. Il n'y a pas de comparable à ça. Il n'y a pas de précédent mondial. Il n'y a pas de précédents internationaux à ça. Là. C'est pas des médecins
Puis c'est pas des infirmières, là. C'est du Non, monde qui c'est brasse du du monde papier pour des estimé. plaques de char. Tu sais, tu dis Là, Christ, puis au moment où tu vois les JP Morgan, tu vois Amazon Prime, tu vois qui d'autre annoncer des milliers d'abolitions de postes avec le AI, parce qu'il y a des verticaux qui vont être complètement intégrés, là, avec des stacks technologiques comme Anthropic, tout ça. Donc, puis des trucs procéduraux et répétitifs comme des traitements d'informations, comme dans la SAQ, tu plaques des trailers, est-ce-t-il? c'est ça. On n'est pas capable de rationaliser une partie de ces employés-là puis de faire une espèce de consolidation des postes, tu fais une d'intégrer liste, du tu fais une AI. La SAC, c'est fini. La SAC aussi. Ouais. Telle affaire, c'est fini. La moitié des hôpitaux vont devenir privés, puis ça va être des employés qu'on n'aura pas à gérer. On va... Mais là, je voyais, il y a un genre de péquiste hier, là. Ah, mais là, les conservateurs devraient, au lieu de proposer le privé en santé, devraient proposer des coopératives. Ah, Ouais. Parce que c'est drôle, c'est le 250e de la publication de Wealth, la richesse des nations, je pense en français, de Adam Smith, qui est comme un peu l'œuvre fondatrice de l'économie de marché moderne. Puis c'est vraiment la caractéristique principale du NPC domien, autant lui qui se dit centre-gauche que même lui qui est de centre-droit, c'est le biais anti-marché. Le Québécois moyen est un biais anti-marché très, très prononcé. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour lui, quand quelqu'un s'enrichit, c'est parce que quelqu'un s'appauvrit. Et c'est ce qui est totalement démenti par l'œuvre d'Adam Smith. Au contraire, il dit... Plus les gens s'enrichissent, plus les pauvres s'enrichissent. Ben exactement, dans le sens où il y a les des engage, opportunités, il y a une croissance économique qui est créée par le fait que les gens poursuivent des intérêts égoïstes, des fois. Il est égoïste. Oui, tout le monde est égoïste. Les politiciens ne sont pas égoïstes, vous pensez? Les politiciens ne sont pas greedy. Donc, c'est ça. Il faut faire le cas moral pour l'économie de marché et démontrer qu'un enrichissement, où il y en a qui vont être plus riches que d'autres, il y en a qui vont profiter de secteurs, il y en a qui vont faire des innovations, il y en a qui vont devenir immensément riches. Mais ça, dans l'ensemble, c'est bénéfique pour une société. Et c'est ça le cas que la droite a de la misère à faire. Toujours ça, t'entends, regarde les événements, regarde le dérapage dans les 10-15 dernières années de tous les regroupements corporatifs. Ça parle de quoi, Jeff? Ça parle d'environnement, ça parle d'équité. Il n'y a personne qui parle de business là-dedans. Ils ne parlent pas de business, ils ne parlent pas de développer des nouveaux marchés. Ouais, de temps en temps, là, des folies comme la filière batterie puis l'histoire de la défense. Là, mais il n'y a personne qui a faim de créer de la richesse et de la prospérité là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de grit. Il n'y a pas de... Qu'il y avait une époque, moi je suis certain qu'il y a une époque, la montée de la première mouture des entrepreneurs québécois francophones, début des années 60. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire des stunts, là? Je viens d'en nommer une couple. C'est ça. SAAQ, third party, on donne ça, c'est terminé. 5000 employés finis, on gère tout ça. Anyway, regarde, on n'est même pas capable de gérer un site web de cette patente-là. On n'est pas capable. Voilà. La SAC, pareil, on ne vendra plus de boissons. C'est terminé. Tous les jobs à 35$ de l'heure pour du monde qui t'a regardé quand tu rentres dans le magasin, ça n'arrivera plus. C'est fini. Terminé. Ouais, mais là, mon vin, moi, que j'ai à Gaspé, inquiétez-vous pas, si un marché, Couche-Tard va le vendre, ton vin. Là. Joe Hamel, thank you, man. Cheers. Oh, yeah. Pirate. Radio Pirate. Pirate.com. Radiopirate.com. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. OK, on est rendu au boursicotage. Mardi, c'est la journée du boursicotage avec Jerry. Et barouette de barouette, ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Et là, et ça brasse plus qu'avant, on dirait. On dirait que c'est plus c'est un cirque, ça devient comme un cirque. Et là, ce qui est à la mode, il y a quelque temps, c'était le Bitcoin, il y a quelque temps, c'était l'or. Et là, tout le monde parle, Jerry, de pétrole. Le pétrole, le casino Pétroléo. Tu vas au casino, le nom du casino, c'est Pétroléo.
Ben, c'est ça. Là. Le baril de pétrole qui est excessivement volatile. On l'a vu avec le Bitcoin qui est volatile. La bourse est volatile. L'or est volatile. Il y a eu des grosses variations dans l'or. Donc, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Moi, quand je boursicotais il y a plus de 20 ans, une différence de 5 %, c'était 4-5 % c'était énorme. C'était énorme. Aujourd'hui, c'est une journée normale. C'est une journée normale. C'est pour ça que, on l'a vu le pétrole aller. Là. On ne pensait pas que le pétrole pouvait être si volatile que ça. Là. Il a commencé l'année, 58 piastres le baril de pétrole. Après ça, là, on commence janvier, là, 58, 57, 58, dans ce coin-là. Février sont les 4, début mars sont les 6. Là, c'est début mars. Là. Ça fait pas longtemps, là. Là, ce sont les 6, ce sont les 12, ce sont les 14, ce sont les 16, 81, 91. Et hier, puis là, moi, je vous parle, je suis lundi après-midi. Hier soir, le baril a pogné 118 piastres. C'est fou. Puis à la seconde où on se parle, il était à 95. Wow! Il y a du monde qui l'a acheté à 118, là. Il est à 95, là. Y a-tu des... C'est-tu à des moments précis de la journée? C'est-tu genre 4 fois par jour? Ben non, ça peut être n'importe quand que le prix se met... N'importe quand. C'est tradé tout le temps. C'est tradé continuellement. Tu sais, mais... Avec des contrats à terme aussi. Les contrats à terme, c'est que tu achètes des contrats pour justement pour le futur, le prix futur du pétrole. Donc, c'est une spéculation sur le prix futur du pétrole. Mais c'est drôle parce que en fin de semaine, là, j'avais des discussions dans mon channel familial. Oui. Puis à un moment donné, on parlait de ça. Puis tu sais, là, tout le monde disait, bon, la maudite guerre, là, c'est à cause de la guerre que le prix du pétrole fluctue. Puis, tu sais, à un moment donné, après la conversation, je pensais à ça, puis je me disais, mais nous, quand on achète du pétrole, on achète ça de où? C'est ça, c'est notre pétrole à nous autres. C'est le pétrole canadien. C'est ça. Nous autres, ici, on produit du pétrole, on achète notre pétrole, mais le gaz augmente à cause de la guerre. Oui. À cause de l'incertitude, parce qu'on se fie sur le prix du baril de pétrole. Ah, mais ça a été mal fait, là, cette patente-là. Là. On ne devrait pas avoir nos propres prix de pétrole ici, fixés pour nous autres, à nous autres, pour nous autres? Non. Ben, la face, c'est que si tu fais ça, ça fait Venezuela un peu, comme on dit. Parce que les gens au Venezuela, pendant des années, ils n'ont pas payé le pétrole cher. Ils payaient le pétrole presque rien, eux autres. Puis, ben, ça les avantageait d'une manière, sauf que l'affaire, c'est qu'ils ont comme nationalisé à patente. C'est là que ça a mal viré. Là. Ouais. Puis quand tu nationalises quelque chose, ben, ça se crappe. Dans le sens qu'il n'y a pas de... On le voit, tout ce qui est nationalisé, ça fait de la merde. Parce que tu n'as pas intérêt à t'améliorer, c'est nationalisé. C'est comme des genres de fonctionnaires qui s'occupent de la business. Les autres ne sont pas intéressés par ce qu'il faut. Ce qu'ils veulent, c'est le paye. Là. Je comprends, mais on dirait que n'importe quelle façon qu'on vire ça, c'est jamais le consommateur le gagne. Non. Anyway. Non. Le consommateur a été gagnant, mais pendant la COVID, où le pétrole ne coûtait rien. Le monde, ils ont vu, on était tanké à un moment donné, c'était pas cher d'être tanké. Nous autres, on travaillait, là, mais la plupart du monde restait chez eux. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ceux qui restaient chez eux, ils n'en profitaient pas d'une manière. Voilà. Ceux qui allaient tanker, les autres, c'était le fun, d'une manière. Pendant un bout de temps. Là. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mais c'est ça. Là, en ce moment, c'est le prix du baril de pétrole mondial. C'est une grosse variation. Mon point, c'est ça, moi. C'est la variation des prix. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, on a tout en dedans de nous autres, on a toute une espèce de petite flamme d'investisseurs. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas embarquer dans un genre de marché comme ça. Ils vont aller dans des affaires beaucoup plus safe. Parce qu'ils ne peuvent pas embarquer dans un marché comme ça. Ils ne vont pas l'endurer, là. Ils ne vont pas endurer ça, là. Tu mets 10 000 ça vaut 6 500. Ça monte à 14 000, ça te fait ça. 6 mois après, ça vaut 3 600. Hein? Là, ils ne peuvent pas endurer ça. Les variations
partout aujourd'hui, il y a énormément de spéculation et de variations, puis on n'a pas tout le tempérament pour endurer ça. Je prends exemple, mettons, comme, tu sais, si, mettons, vous voulez aller dans le pétrole, je vais aller dans le pétrole, puis je vais être dans quelque chose qui représente le prix du pétrole le plus possible. Le ETF le plus populaire, si vous voulez vous exposer, mettons, au prix du pétrole, c'est USO. USO. United States Oil Fund. C'est un ETF. Eux autres, ils ne possèdent pas de barils de pétrole. Eux autres, ils travaillent avec des contrats à terme, justement. Donc, c'est un ETF qui, autrement dit, essaye d'une manière de copier un peu les variations du pétrole. C'est un outil d'investissement, mais d'autres, ils marchent avec des contrats à terme. Donc, l'affaire, c'est que quand il arrive le mois d'après, quand ça vient à échéance, l'affaire, c'est qu'il faut qu'il rachète de nouveaux contrats. Il y a une technique, là. Mais d'autres, ils essaient de copier le pétrole. Très populaire, beaucoup de volume. Ils essaient de copier un peu le prix du pétrole. Et là, ceux qui étaient dedans, ils n'ont profité beaucoup là, avec cette hausse-là. Je vous parle là, puis le pétrole peut baisser de 10$ en fin de soirée. Là. Ah ouais. C'est aussi fou que ça. T'apprends que le bonhomme, le nouveau gars de l'Iran, je sais pas, moi, il est mort, puis il s'est fait bombarder, puis là, il y a une rébellion, puis là, le gouvernement, je sais pas, iranien dit quelque chose, puis là, le détroit d'Ormuz, il est sécurisé encore plus, puis là, tu dis, le pétrole, boum, perd un autre 10. Là. On est dans cette terre-là. Vraiment, on est dans cette terre-là. Puis quand on regarde, mettons, les grosses compagnies, puis là, c'est comme ExxonMobil. Exxon, XOM, il a commencé l'année dans le coin de 120$. Exxon, on est quoi? À 150$, grosso modo, présentement. Donc, oui, le stock a monté, puis il y a eu un petit jump là. Mais Exxon ne va pas tripler de valeur overnight. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. Mais tu vois qu'il y a une tendance haussière. Ou Chevron, mettons, CVX. Chevron, il était quoi? À 152$ en début d'année. Il est à 190$ présentement. Puis c'est drôle parce que si mettons, j'avais choisi entre Exxon et Chevron, Chevron il est plus suracheté. Si tu regardes le graphique, il est plus suracheté que Exxon. Donc, par rapport à la RSI, plus acheté un peu. Donc, faut que je vais choisir entre les deux, je prendrais Exxon. Je dis ça de même. Là. Mais parce que c'est une question de graphique seulement. Là. Puis c'est ça le boursicotage. En parlant de pétrole, j'ai écrit un texte sur mon Substack, jerrypizza.substack.com. C'est de retenir. jerrypizza.substack.com. Et vous allez aimer ça. Là. C'est le fun au bout. Il y a tout de textes, c'est le fun. Et j'avais écrit un texte le 2 janvier parce que j'étais tombé sur un graphique. C'est moi souvent que je fouine. Puis, oui, tu as les compagnies en tant que telles, les histoires, dans quel domaine ils sont. Mais l'affaire, c'est que le graphique était très bien. Le graphique était intéressant. Et le nom de la compagnie, c'est Neighbors Industries. Donc, NBR à New York. Neighbors, N-A-B-O-R-S, c'est une entreprise qui vend de l'équipement de forage pétrolier et aussi pour les plateformes de pétrole en mer et les équipements pour le pétrole, les places qui vont chercher le pétrole dans le sol, sur terre aussi. Donc, gros fournisseurs d'équipements pétroliers. Et eux autres, en plus, sont copropriétaires de 2 plateformes de pétrole en Arabie Saoudite. Puis il y a une compagnie là-bas, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Je ne sais pas si c'est Sanad, le nom. Donc, une compagnie de là-bas. Donc, ils sont comme en co-entreprise. Puis les 2 puits de pétrole là-bas, ils étaient arrêtés pendant un bout de temps. Il a fallu qu'il y ait des rénovations. Puis là, ils ont reparti ces puits de pétrole-là en Arabie Saoudite. Il y en a 2. Puis, je lisais toute cette histoire-là, puis c'était intéressant. Mais la fin, c'est qu'au départ, il faut se mettre dans le contexte. On est le 2 janvier. Le 2 janvier, là, tu parlais de pétrole à quelqu'un. Le monde, il t'envoyait paître. Tu vois que ton pétrole.
Il y a des surplus de pétrole partout. On pense qu'il y a un ralentissement économique en Chine. Le pétrole, c'était caca. Tu parlais de pétrole, t'étais pas là. Puis c'est pas le 2 janvier il y a 3 ans, là. C'est le 2 janvier là. Donc, en début d'année, tu parlais de pétrole, le monde ne voulait rien savoir de toi. Là. Dis pas ce mot-là. Le monde était dans les haies. Beaucoup de mode à la bourse, là. Le monde était dans les haies, il était dans d'autres affaires. Il y avait l'esprit ailleurs. Là, tu lui parles d'équipement pétrolier. Le gars te regarde. De quoi tu parles, Jerry, d'équipement pétrolier? Mais moi, mon texte, c'était oui sur la compagnie, mais en même temps, c'était le graphe. C'était le graphique qui était intéressant. Et je me disais, si le pétrole devient un peu plus bullish, c'est un stock qui peut repartir pas à peu près. C'est ce qui s'est passé. Quand je n'ai parlé, il était quoi? De 53, 54 piastres, ou à peu près quand j'ai écrit mon texte. Et là, on était à 80, 81 piastres. Il va bien en tabarouette, Neighbors. Oh, là, il est-tu beau? Hey, de l'équipement pétrolier. Oh, là, c'est soudainement très, très sexy. Oh, très, très, très sexy. L'affaire, il faut se dire. Si on va juste oublier le pétrole, là, le graphique, il est vraiment beau. Non, mais parce qu'il était beau, puis là, il s'est embelli encore. Puis ce qui arrive, c'est que je suis allé fouiner, puis il y a un gap d'ouvert. Il y a un petit gap d'ouvert du 2 août 2024. Puis moi, je suis un petit fouineux. Et ce gap, vous le savez, qu'est-ce que ça fait, un gap? Donc, gap en haut ou gap en bas. Donc, il y a un espace dans le graphique. Ça peut paraître un peu psychédélique de parler comme ça, mais il y a un espace dans le graphique. Et les maniaques d'analyse technique vont vous le dire. Un gap, un jour, il va se refermer. On ne sait pas quand. Un jour. Ça peut être là, ça peut être dans 6 mois, dans 3 ans, on ne sait pas c'est quand. Mais le gap va aller se refermer un jour. C'est une espèce de doctrine. Là. C'est un peu... l'analyse technique, il y a un peu de cartomancie à travers ça. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui utilise l'analyse technique. C'est tout à fait normal. Et il y a un gap d'ouvert, justement, du 2 août 2024 à 90 $. Et le stock est à 80 $ avec un beau graphique, puis les 2 pieds dans le pétrole et de l'équipement de forage. C'est-tu beau? Non. C'est très, très beau, ça, là. Donc, c'est comme quelque chose de très, très le fun. Très le fun. Puis là, c'est le fun, tu parles de ça, puis c'est le fun. L'équipement pétrolier. Oh, là, c'est... l'affaire, c'est que ce mot t'as dit stock-là, ça a déjà valu une fortune. Là. Ça avait déjà valu jusqu'à 200 $ dans le temps. Là. Neighbors. Puis là, s'il va fermer son gap, il est à 80, 81, 82, je ne sais pas trop. Là, s'il va fermer son gap, mettons qu'il va le fermer. Puis il continue tranquillement sa hausse. Puis que le mot de pétrole colle encore. Il est à watcher NBR à New York. Là. Techniquement parlant, il est à watcher. Je vous le dis, moi. Il faut le surveiller. Une autre patente. Là, je me promène vraiment dans ma boîte de boursicotage. Las Vegas. Oh boy. Las Vegas, qu'est-ce qui se passe présentement? On le sait. Ralentissement à Vegas. Pourtant, les revenus de Paris ont été très, très bons parce que le monde peut parier à distance aujourd'hui. Mais l'affaire, c'est que les gens sur place. Hein, c'est ça l'affaire, c'est que les voyageurs, il y a moins de monde à Vegas. Et ça, on m'a dit, ça énerve le monde. Ça énerve le monde parce que là, tu te dis, est-ce que Vegas a perdu comme son mood? Mais dans l'histoire, il y a toujours eu des hauts et des bas, un genre de biorhythme. Hein? Il y a toujours eu des hauts et des bas. Et Vegas, moi, je ne suis pas en peine avec Vegas, mais la face, c'est qu'il y a du monde qui dit ouais, Vegas, c'est rendu cher. Fait que là, des fois, l'économie est plus difficile, c'est rendu cher, puis les brunchs, la bouffe, l'autre patente. Même si tu ne mets pas une scène dans les machines, puis tu paries pas une scène, les spectacles, c'est extraordinaire. Moi, j'ai dans ma bucket list d'aller à Vegas, je suis jamais allé à Vegas.
Puis c'est dans ma bucket list. Ma blonde m'en parle de temps en temps. Mais la fin, c'est qu'il y a une rumeur présentement à Vegas que la compagnie, c'est Caesars. Donc, le plus gros opérateur de casino aux États-Unis. Caesars Entertainment. C'est le code, c'est CZR Nasdaq. C'est un stock qui taponne depuis 1 an. Ça taponne. Ça taponne depuis 1 an. Mais il y a eu une énorme réaction à la sortie de la COVID. C'est un stock qui est parti peut-être de 25$ ou dans ce coin-là. Et il a grimpé au-dessus de 100$, quasiment 125$. La sortie de la COVID, c'était un boom total. Le monde avait besoin d'air. Le monde avait besoin de prendre l'air puis de s'amuser. Et justement, les casinos, les hôtels n'ont profité énormément. Mais depuis, la fait, c'est que ça a duré un bout de temps, ça. Pas si longtemps que ça. Et le stock aura baissé. Et donc, si on regarde, mettons, sur 5 ans, à peu près, c'est un stock sur 5 ans qui a perdu 70%. Donc, il y a beaucoup de monde dans une cage à homards. Oui, il y a du monde c'est sûr qu'il y a du monde qui ont liquidé. Puis, tu sais, il n'a pas tombé comme une roche. Tu sais, quand tu te mets à descendre, tu descends les escaliers. Une journée, 3 journées rouges, une journée verte. Là. Donc, à un moment donné, ça descend. Puis, à un moment donné, il y a du monde qui se sacré le camp, ta patente. Mais c'est sûr qu'il y a encore du monde dans la cage à homards. Ça, c'est garanti. La cage est bien pleine de monde. Les autres sont endormis là, puis sont tannés. Là. Les qui sont tannés, sont vraiment tannés que ça taponne. Donc, depuis 1 an, ça taponne. Depuis 5 ans, c'est pas beau. Mais la fin, c'est qu'il y a une rumeur qui court. Puis cette rumeur-là, ça a fait repopper un peu le stock en bourse. Puis en ce moment, ça court. C'est-à-dire, c'est dans le placotage. Juste dire que Caesars Entertainment, ils ont Caesars Palace, c'est tout à fait normal. Mais tu sais, ils ont le Paris, ils ont le Planet Hollywood, ils ont le Harrah's, ils ont du stock à Reno, Atlantic City, en Louisiane aussi. Tu sais, c'est gros, là. C'est le plus gros opérateur de casino aux États-Unis. Ils ont les Nobu Hotels aussi, tu sais, des hôtels de grand luxe, genre hôtel boutique, Cromwell, je pense. Il y en a d'autres. Ils ont plein d'affaires. C'est immense. Et là, justement, la rumeur, c'est qu'il se fait acheter. C'est ça, la rumeur. Moi, j'aime ça, des rumeurs de même. C'est ça qui a fait popper un peu le stock dans les dernières, mettons, dans la dernière semaine ou à peu près. Donc, la rumeur veut que ça serait le nom du gars, l'acheteur. Il s'appelle Tillman Fertitta. Ce gars-là, un gars sur les 8 ans, lui, c'est l'ambassadeur américain en Italie. C'est le nouvel ambassadeur. Je pense qu'il est ambassadeur de même pas 1 an. Belle place. Place le fun pour être ambassadeur. Là. Donc, bel job. Voir Madame Mélanie. C'est le fun. L'Italie, ça fait ça très bien. Tu vis à Rome. C'est bien le fun. Et lui, l'affaire, c'est que Fertitta, lui, à la base, il est milliardaire. Lui, ce gars-là, qui est un ami, une connaissance à Trump, parce que lui, c'est Trump qui l'a nommé, ou l'administration Trump qui l'a nommé, ami avec Trump. Donc, lui, à la base, c'est drôle parce qu'il s'est déjà fait dire qu'il était le restaurateur le plus riche des États-Unis. c'est drôle. Puis, il vaut 12 milliards, ce gars-là, ou à peu près. Là. Parce que lui, il est propriétaire, oui, de l'équipe de basket de Houston, mais il est propriétaire de Landry's. Landry's, c'est, le nom ne dit rien comme ça, mais Landry's, c'est un genre de petit conglomérat de restaurants, d'hôtels et de casinos. Il y a 600 propriétés. C'est une compagnie privée, c'est pas une compagnie publique. Et Landry's sont dans les... tu sais, comme Del Frisco, là, Steakhouse, c'est eux autres. L'hôtel Golden Nuggets, là, c'est eux autres.
Après ça, sont à le parc d'attractions sur le pier à Galveston, c'est à eux autres. T'sais, ils ont 600, patentes à eux autres. Quand même une grosse machine, Landry's. Et la fin, c'est que lui, il serait le candidat pour acheter Caesars Entertainment. Donc, le code, c'est CZR Nasdaq. Et c'est drôle parce que dans les marchés de prédiction, il y a des marchés de prédiction, là, Polymarket, puis il y en a un autre aussi, il y en a deux autres. Là. Puis il y a un des marchés de prédiction, ils disent qu'ils ont 68 % des chances de se faire acheter. Cette compagnie-là se faire acheter en 2026. Donc, il y a beaucoup de... C'est sûr qu'en ce moment, l'action est à quoi? À peu près 25$ ou à peu près. Seeking Alpha, ils mettent un prix cible, eux autres, que ça pourrait être acheté à 30$ l'action. Sauf que d'autres analystes, un peu plus bizarres, mettons, un peu plus optimistes, parce que des fois, il y a des analystes qui prennent un peu de poudre. Ça arrive. Donc, eux autres, ils disent non, on peut avoir une offre extraordinaire à 44$. De comment? Oui, je l'ai lu, là. Donc, il y a des affaires un peu spéciales. C'est de la spéculation encore, mais cette compagnie-là, oui, qui est endettée. Oui, c'est une compagnie qui est endettée, Caesars Entertainment, parce qu'ils doivent de l'argent, eux autres, parce que eux autres, la bâtisse ne leur appartient pas. Eux autres sont gestionnaires des casinos. Donc, ils doivent de l'argent, ils doivent des loyers, autrement dit. Ils doivent des loyers. Donc, la personne qui va ramasser ça, ben, il y a une dette qui vient avec ça, sauf que c'est du bonbon, c'est-à-dire c'est du beau stock là, à acheter. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, mais c'est dans les rumeurs que Caesars se fait acheter. Donc, le code c'est ZR Nasdaq. Là, on est dans la pure spéculation, le c'est le pur boursicotage. Jerry encore avec son boursicotage. Thank you, man. N'oubliez pas, si vous voulez suivre Jerry sur son Substack, il est gratuit. Vous pouvez aller voir Jerry le boursicoteur. Et si jamais vous aimez ça, why not devenir membre pour avoir encore plus de textes de notre ami Jerry. Chaque mardi en passant, c'est le boursicotage. Le stock taponne. Le stock taponne. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com